Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Monsieur le ministre, bonjour. Je vais vous demander de rapprocher un tout petit peu votre micro, s'il vous plaît. Très bien. Tout d'abord, mes meilleurs vœux. Également. Nous nous sommes vus il y a déjà un an, on ne pensait pas se revoir, et sur le même sujet en tout cas, puisque nous sommes toujours en période de pandémie. Vous avez fait ces dernières semaines pas mal de sorties médiatiques pour faire un point et partager avec la situation, avec les Marocains, la situation actuelle. Une question se pose et elle est majeure. Beaucoup de réticences encore sur cette troisième dose. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer peut-être et trouver d'autres moyens de communication? Alors effectivement, d'abord je vous remercie d'avoir répondu à l'appel et venir ici donc dans mon bureau donc pour cet entretien afin d'en faire profiter bien sûr les citoyennes et citoyens marocains là où ils sont, qu'ils soient à l'étranger ou au niveau national. Pour la troisième dose, au jour d'aujourd'hui, vous savez très bien que nous avons pu quand même vacciner une bonne partie de la population. On est à 24 millions et demi de première dose et 22 millions 800 000 deuxième dose. Et on est à peine à 3 millions, bien sûr, de 3 millions 400 de la troisième dose, sachant que normalement, à date d'aujourd'hui, la population éligible à la troisième dose, elle compte pour 20 millions. Vous voyez, donc par rapport au délai qui a été raccourci, qui était rapporté de 6 mois à 4 mois. Et on peut en parler, on peut discuter, on peut expliquer pourquoi on l'a rapporté de 6 mois à 4 mois. On peut bien sûr donner des explications. Maintenant, ça ne vient pas du néant. Donc le fait de dire que la troisième dose doit être rapidement, bien sûr, instaurée et qu'il y ait quand même une accélération du rythme, c'est parce qu'effectivement, nous avons fait un constat. Le constat lequel, aujourd'hui en réanimation, il y a beaucoup de malades, soit qu'ils sont non vaccinés, soit c'est des malades qui ont dépassé les délais de protection, c'est-à-dire qu'ils commencent à perdre l'effet bénéfique de protection de la deuxième dose. Et donc, il va falloir impérativement booster le système immunitaire par une troisième dose. D'autant plus que la communauté scientifique internationale confirme qu'un booster de vaccination, troisième dose, permettrait de récupérer 75% de l'immunité. Et nous en avons besoin énormément pour faire face à cet Omicron. Je vais vous répéter ma question. Faut-il d'autres moyens de communication? Parce qu'il y a eu une énorme campagne de sensibilisation sur l'ensemble des médias, que ce soit radio, télévision, pour expliquer l'importance de cette troisième dose. Oui. Mais ce n'est pas propre qu'au Maroc. On le voit à l'international et nos voisins européens, avec cette troisième dose, ça freine des pieds. Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, la troisième dose commence à augmenter en rythme. Parce que le Marocain, à un certain moment, avait quand même vécu une certaine période d'accalmie, qu'il a remis en confiance par rapport à la situation épidémiologique et qui s'est dit que peut-être on est sorti de l'auberge, alors qu'on n'a pas cessé, bien sûr, de les avertir, de les alerter qu'il faut rester sur le qui-vive et qu'une troisième vague n'est pas, bien sûr, incontournable, parce que c'est l'évolution de l'épidémiologie, de l'épidémie au niveau international, et le Maroc n'est pas, bien sûr, à l'abri, bien sûr, de ce qui se passe à l'international. Alors, monsieur le ministre, il y a ces vaccins. On sait qu'aujourd'hui, c'est notre protection à tous. Mais est venue l'annonce aussi de ce médicament, cette fameuse gélule, j'espère que je vais prononcer correctement. Le molnupiravir. Impossible à prononcer, en se disant, certains se disent, je vais peut-être attendre ce fameux médicament. Mais ce fameux médicament est très particulier, puisque c'est apparemment sur la première semaine de symptômes du Covid, et polémique suivante qui a été sur le prix. Il coûtera plus de 6 000 dirhams, personne n'y aura accès. Alors, d'abord, le molnupiravir, c'est une molécule ancienne. Ce n'est pas une molécule récente. Le molnupiravir, c'est un médicament qui a été utilisé dans le temps pour le traitement contre l'hépatite virale et contre la grippe. Mais malheureusement, ces résultats n'étaient pas trop probants par rapport à d'autres médications. C'est pour cela qu'il a été abandonné. Il a été repris en essai clinique contre la maladie Covid. Il semblerait qu'il donnerait quand même de bons résultats. Il a été testé et on a constaté que le molnupiravir pourrait réduire les hospitalisations, les décès, les formes graves de 50%. C'est un chiffre qui est intéressant. Maintenant, qu'en est-il de son utilisation? D'abord, c'est une molécule
qui comporte certains génériques. Le Maroc a acheté le médicament. Il ne coûte pas 6 000 dirhams comme vous l'avez annoncé. Il coûte 600. C'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est ce que j'ai vu chez certains confrères. C'est 600 dirhams. 600 dirhams. Maintenant, ces indications sont le champ d'utilisation, il est un peu très limité. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'utiliser de manière précoce pendant les 5 premiers jours de l'apparition des symptômes, pas une semaine, juste les 5 premiers jours. Il ne faut pas l'utiliser chez la femme enceinte, il est interdit parce qu'il a un effet tératogène. Et aussi, de surcroît, chez les enfants, les adolescents, il pourrait bien sûr engendrer des troubles de croissance, surtout parce qu'il affecte les cartilages. Donc on ne le donne pas à cette tranche de population, et donc on va le réserver juste pour les populations qui ont quand même une forme banale, pour essayer de réduire, bien sûr, le risque d'évoluer vers une forme grave ou hospitalisation. Voilà. Donc, mais ça ne reste pas quand même la panacée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement anti-Covid direct. La seule arme dont nous disposons aujourd'hui, c'est la vaccination et les mesures barrières. Alors, nous sommes à une période qui plus est avec le Covid et avec le froid, la grippe. Beaucoup de personnes fragiles et qui ont peur, Monsieur le Ministre, de se dire peut-on cumuler les deux tout simplement ? Il y a la campagne de vaccination pour la grippe qui a été lancée, personnes âgées, je pense en particulier, et qui ont la crainte de se dire si je fais le vaccin Covid, je ne pourrai pas faire le vaccin de la grippe. Ou peut-être que le vaccin de la grippe me protégera contre le Covid. Il n'y a pas d'immunité croisée entre le virus de la grippe et le virus du corona. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, vous avez entendu déjà parler, bien sûr, de certains qui parlaient du flurona. Bien évidemment. Le flurona, c'est juste un néologisme qui a été évoqué parce qu'on a dû trouver quand même chez le même patient le virus du corona et le virus de la grippe. Or, on peut avoir même une personne qui pourrait porter 4 virus à la fois. Nous avons trouvé des cas chez nous au Maroc qui portaient le virus de la grippe, le virus du corona, le rhinovirus et l'entérovirus chez le même individu qui atteint du corona. C'est-à-dire que c'est juste ça s'appelle une co-infection virale. Et ça existe. D'autant plus que les gens qui sont plus vulnérables, ils peuvent porter bien sûr ce genre de co-infection. Maintenant, les scientifiques s'accordent à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le vaccin de la grippe et le vaccin du coronavirus. D'ailleurs, l'expérience a prouvé, même chez les enfants, on pouvait utiliser des vaccins tétravalents qui comportent 3 composantes. Et le vaccin de la rougeole, le vaccin de la rubéole, c'est pour 3 pathologies à la fois, mais qui sont combinées dans le même vaccin. J'espère que j'ai répondu à la question. Vous avez parfaitement répondu à ma question et je vais aller en écoutant les citoyens marocains et sur leurs préoccupations parce qu'elle est importante et que nous essayons justement de répondre aux préoccupations de chacun. Sur les réseaux sociaux, lutter contre les fake news est devenu un quotidien pour nous aussi médias, vous également je l'imagine. Quand vous entendez le vaccin tue. C'est un constat. Qui a fait ce constat ? Vous le voyez quelquefois sur les réseaux sociaux, un akanraf de mourir du vaccin. Je pense il y a une seule mort. Et de un. Deuxièmement, on n'a pas entendu parler qu'il y a quand même un vaccin qui tue, à moins qu'il y ait quand même un terrain qui est allergique. Le seul terrain allergique qui pourrait bien sûr succomber suite à un vaccin, c'est quand il y a quand même un choc anaphylaxique avec un œdème de cuir, le patient fait une détresse respiratoire, il s'asphyxie, on n'arrive pas à temps pour lui. Est-ce que nous avons eu des cas au Maroc ? Pour lui injecter de l'adrénaline. D'accord ? Il y a eu un accident, c'est ce qu'on appelle des accidents. Il y a eu un accident à Marrakech, je me rappelle très bien, suite au Johnson & Johnson, dès le départ, chez une dame qui avait un terrain qui était prédisposé. Donc, on ne pouvait pas connaître un peu l'allergie. Et d'ailleurs, dans toutes les choses, il n'y a pas que le vaccin. Il n'y a pas que le vaccin. Écoutez, même pour le paracétamol, l'aspirine et toutes les autres médications, même l'alimentation, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes allergique à telle ou telle composante. Donc, c'est la première fois qu'on peut le découvrir quand il y a un accident. Donc, il y a bien sûr, quand vous voyez tout le bénéfice qui a été obtenu grâce à la vaccination, à l'échelle nationale et peut-être même à l'échelle planétaire, vous pouvez dire que le bénéfice-risque, il est tellement important par rapport à... Donc, le bénéfice est tellement important par rapport à petit risque. Donc, l'intérêt général prime. 2 ans après l'apparition de cette pandémie, avons-nous, au Maroc, tiré les leçons ?
sur nos infrastructures de santé, sur le manque de moyens. Et vous allez voir où je veux en venir, manque de moyens humains en particulier. Oui, Aujourd'hui, 2 ans plus tard, vous faites le bilan. Je sais qu'on va en parler en détail de cette réforme de la santé, du système de notre santé au niveau du royaume. Oui. D'abord, je voudrais rendre hommage à tous les professionnels de santé qui, malgré leur nombre réduit, ils ont pu faire face quand même à cette pandémie à plusieurs reprises et à plusieurs niveaux. Nous sommes à notre 2e vague. Fort heureusement que la gestion proactive et l'anticipation de Sa Majesté le Roi, qui a pu mettre le Maroc, bien sûr, dans une position qui est très favorable. Nous avons pu, bien sûr, épargner au Maroc, que ce soit avec la vaccination ou avec la riposte, nous avons épargné au Maroc 2 vagues. Le monde vit 5e vague, nous sommes en train de vivre notre 3e vague. Alors pendant ces temps-là, ou ces temps-ci, je veux dire, nous avons pu quand même côtoyer un peu toutes les insuffisances que connaît le système. D'ailleurs, la période du confinement nous avait mis quand même dans le bain et nous avait permis quand même un laps de temps pour préparer bien sûr les infrastructures. Et d'ailleurs, chose faite, parce que nous sommes passés quand même d'une capacité litière en réanimation de 684 lits à 5240 lits. Oui, c'est important, c'est énorme. La capacité d'hospitalisation de 22 000 à 28 000. Mais il restait quand même le plus grand fardeau aujourd'hui. L'handicap, c'est les ressources humaines. Tout à fait. Oui, alors les ressources humaines, c'est un cumul, c'est un héritage lent, parce qu'il y a quand même un gap de 32 000 médecins et de 65 000 infirmiers. Il faudrait quand même plusieurs années pour pouvoir les former. D'autant plus que dans le domaine public, dans le secteur public, nous disposons seulement de 222 réanimateurs, alors que le secteur privé bénéficie quand même de 485 réanimateurs. Donc, avec ces ressources-là, on demande bien sûr une riposte qui devrait bien sûr être digne. Je pense que notre riposte, elle est digne de ce qui existe ailleurs. Notre système, malgré les insuffisances, a pu faire face. D'ailleurs, les résultats sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? L'avenir est devant nous. On est en train, bien sûr, de voir comment remédier, bien sûr, à ce fléau-là, parce que autant avoir des postes budgétaires, mais ce n'est pas suffisant parce que les gens quittent. Vous formez des gens, les gens trouvent ailleurs, bien sûr, leur avenir professionnel. Alors là, on se pose une question. On est plus attractif. Nous n'arrivons pas à fidéliser nos lauréats. Et quand ils sont dans le secteur public, ils restent pas longtemps, ils sortent dans le privé. Pourquoi ? Parce que leur niveau social n'est plus plus intéressant, leur salaire est plus intéressant. Donc on fait quoi, monsieur le ministre ? Oui, c'est pour cela que nous demandons à ce qu'il y ait quand même une particularité à cette profession. Nous sommes en train de travailler sur un statut particulier, la fonction sanitaire, qui décloisonnera d'abord entre le privé et le public. Alors attendez, qu'est-ce que c'est au juste ? Je ne voudrais pas, bien sûr, anticiper sur la question tout de suite, parce que ça va venir, on est en train de travailler. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes en train de travailler sur une politique d'incitation. Comment pouvoir payer, bien salarial, sûr... Qui sera salarial. Oui. Parce que là où le bas blesse, et vous les avez salués au début de votre intervention, tout ce personnel soignant, on l'a vu, je parlais tout à l'heure à l'international, ça se passe de la même manière, où ils demandent tous ces efforts qui ont été faits, c'est-à-dire de les inciter, de les encourager avec de meilleurs salaires. Ben oui, je suis d'accord. Et nous sommes pour qu'ils ne partent pas, tout simplement. On travaille sur ça. On travaille sur ça pour qu'il y ait quand même un régime de rémunération qui est différent. Celui avec un salaire fixe et un salaire variable, pour celui qui travaille plus, touche plus. Et de un. De deux, il faudrait bien sûr revoir un peu, bien sûr, la formation en quantité et en qualité. Il faudrait aussi, bien sûr, le régime d'indemnité des gardes et une indemnité d'éloignement qu'il faudrait bien sûr introduire pour combattre un peu les déserts médicaux. Ça, c'est important. Et il faudrait qu'il y ait quand même un partenaire public-privé. Celui qui termine son travail dans le public, il peut bien sûr aller continuer ce travail. Alors, on va en venir en détail, si vous le permettez, parce que là, c'était un point essentiel. Juste pour rester sur ce personnel soignant, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Sur ce personnel soignant, vous travaillez avec le ministère de l'Éducation nationale pour voir aussi quelle filière est la plus importante et la plus prioritaire où on a besoin d'aide au plus vite. Vous aviez, monsieur le ministre, il y a quelque temps déjà, parlé aussi de ressources qui seraient à l'extérieur, de Marocains de la diaspora, médecins à l'étranger qui pourraient également rentrer au Maroc pour exercer, et des étrangers. Alors, il y a beaucoup de questions dans ma question. Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Donc, J'avoue. parce que premièrement, par rapport aux ressources humaines nationales, on sait très bien qu'il y a certaines filières qui sont en formation aujourd'hui et l'État ne reconnaît pas leur diplôme parce qu'ils nécessitent quand même une certaine équivalence. Et ça, c'est un peu paradoxal. On est en train de remédier à ça, et de un. Surtout dans les filières, dans les métiers infirmiers. Et par rapport aux médecins aujourd'hui, nous avons quand même, les initiatives anciennes n'ont pas donné quand même de résultats très probants. Et donc, il va falloir changer à une autre solution, c'est soit réduire la durée des études, et augmenter en même temps les centres de formation. Et là, c'est peut-être combiner l'ensemble des solutions, parce qu'il faudrait que chaque région aujourd'hui forme pour son propre compte, selon une carte régionale sanitaire, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les facultés de médecine, quand les admissions en faculté de médecine, vous pouvez avoir une faculté qui peut desservir 2 ou 3 régions. Or, aujourd'hui, on peut avoir une faculté par région qui peut desservir sa propre région. Et puis, bien sûr, multiplier ces centres de formation au niveau régional et essayer d'avoir quand même une mobilité à l'intérieur de la région. Également, par rapport à la diaspora marocaine et même par rapport aux médecins étrangers. Alors, il y a la loi 131/13 qui comportait quand même certains verrous et certaines limites qui empêchaient encore que ce soit l'investissement dans le cadre de l'ouverture des capitaux ou dans le cadre bien sûr de l'exercice de l'étranger ici ou dans le cadre de l'exercice même des Marocains qui résident à l'étranger. Tous ces verrous-là ont été bien sûr amendés et changés de telle sorte à ce qu'il y ait quand même une certaine flexibilité et qu'ils soient traités de la même manière, au même pied d'égalité que leurs collègues marocains. Ça a été approuvé, la loi validée, publiée dans le bulletin officiel, elle est rentrée en vigueur à partir de août. Et donc, depuis août. Et est-ce que des médecins sont entrés ? On est en cours elle vient de rentrer en vigueur, on est en train de voir, donc il y a quand même, on est approché par-ci par-là, il y a les investissements vont commencer, et puis bien sûr les gens vont peut-être... Mais vous avez des demandes. Alors, il y a des demandes, ça y est ? Ou pas encore, pas trop. Il y a quelques demandes, mais peut-être que les retombées ne sont pas encore visibles tout de suite. Il va falloir attendre encore pour voir, parce que de toutes les manières, la seule condition qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens doivent être inscrits dans leur propre conseil de l'ordre. C'est-à-dire que quand vous êtes titulaire d'un diplôme de médecine à l'étranger, c'est pas parce que le fait que vous soyez titulaire, automatiquement vous pouvez venir exercer au Maroc. Non, il faut que vous soyez inscrit dans le conseil de l'ordre, là dans le pays où vous avez bien sûr étudié, où là vous avez habité. À ce moment-là, si vous avez exercé, vous avez une certaine expérience. On n'exige pas quand même de durée d'expérience, mais une fois inscrit, vous êtes automatiquement accepté chez nous, à condition de choisir la ville ou la région dans laquelle vous allez bien sûr vous implanter, et également le site dans lequel vous allez exercer. Le site, ça veut dire soit la clinique, soit l'hôpital. Et tout. Et même les hôpitaux, on peut ouvrir bien sûr éventuellement par le biais de la contractualisation, bien sûr, avec ces gens-là. Alors, vous avez évoqué ce fameux partenariat public-privé. Oui. Pardon, mais on n'y comprend pas grand-chose. Pourquoi ? Quand on parle de partenariat privé, vous le savez très bien, monsieur le ministre, beaucoup de Marocains ont souffert en allant justement dans les structures privées quand nous étions au plus mal de cette première vague avec des montants exorbitants. D'ailleurs, vous avez apporté des réponses dans des cliniques privées où des gens étaient obligés de payer 60 000, 80 000 dirhams. J'en arrive parce que j'aimerais évoquer avec vous la couverture sociale dans un instant. Mais quand vous parlez de partenariat public-privé, le plus souvent, les médecins préfèrent aller dans le privé parce qu'en situation sociale, comme vous l'évoquiez, c'est beaucoup plus intéressant. Oui. Alors comment va se faire ce partenariat et cette coopération ? Vous êtes en train de dire 2 choses différentes. D'abord, le partenariat public-privé, il existe déjà au jour d'aujourd'hui. L'État met des moyens dans l'investissement pour le secteur de la santé. Le secteur privé vient investir également dans le secteur de la santé. Mis à part les ressources humaines, je parle juste... Très bien. En termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure. Il faut qu'on soit dans la complémentarité plutôt que dans la compétitivité. On peut être dans la compétitivité, c'est par rapport à l'expertise, par rapport aux compétences, par rapport à celui qui prodigue le meilleur soin. Mais en termes de complémentarité, on peut bien sûr mutualiser nos moyens. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir un PET scan dans le public dans une région si le PET scan il existe déjà à côté dans un secteur privé. Sachant que nous allons utiliser les mêmes produits, les mêmes
les mêmes produits pour pouvoir bien sûr faire cela. Donc on peut se compléter. On peut acheter des services comme eux, le privé, il peut venir acheter des prestations chez nous ou peut-être faire des vacations. Et c'est ça l'idée bien sûr de la complémentarité et partenariat public-privé. Parce que au jour d'aujourd'hui, dans les structures publiques, il y a déjà une petite dose de privé parce qu'il y a de l'outsourcing, il y a de l'externalisation qui est un mode de gestion un peu privé. Donc il existe déjà. Donc il y a d'une part tout ce qui est gestion qui peut être délégué achat de services. Il y a d'autre part tout ce qui est mutualisation de moyens. Venons-en maintenant par rapport aux ressources humaines. Les ressources humaines, avec le système que nous allons faire, nous allons essayer de retenir nos compétences à l'intérieur de l'hôpital public. L'hôpital public est le garant de la soutenabilité du système de couverture sanitaire. Parce que c'est dans le monde entier. La généralisation de la couverture médicale doit toujours avoir comme souci la balance entre les cotisations et les dépenses. Et celui qui garant pour qu'il y ait quand même une maîtrise des dépenses, c'est bien l'hôpital public, non ? C'est l'hôpital public. Alors maintenant, l'hôpital public, quel est son problème ? C'est essentiellement son souci majeur. C'est comment optimiser et rationaliser tout ce qu'il a investi dans ces structures. Oui. Et bien sûr, pour pouvoir les utiliser, je pense qu'il va falloir garder ces ressources humaines. En les payant, bien sûr, de manière intéressante, pour pouvoir les garder. Alors, imaginez, si je vous donne juste l'exemple, et vous pouvez vous mettre dans la simulation, un médecin qui touche un salaire fixe et qui travaille, et en fonction de son activité, il touche une proportion. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va générer plus d'activité pour pouvoir toucher plus. Ça, c'est intéressant. Donc, nous allons garder ce médecin-là parce qu'il se retrouve dans l'hôpital public. Il y a tout ce qu'il faut dans l'hôpital public. Alors, si je retiens mes compétences, le secteur libéral, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne trouvera plus, bien sûr, les compétences il trouvera certaines compétences, mais il ne trouvera pas l'ensemble des ressources humaines parce qu'ils sont au niveau de l'hôpital. Il y aura, de l'autre côté, une création d'emplois directs et indirects. Donc, il cherchera d'autres compétences. Les étrangers vont venir, les experts marocains, l'étranger. On créera quand même, bien sûr, un écosystème, un pôle de compétences et un pôle de compétitivité qui est important entre secteur libéral et secteur privé, secteur public, mais dans le cadre de la complémentarité et en répondant aux besoins d'une carte sanitaire régionale. C'est ce que nous cherchons. Aujourd'hui, vous avez un pôle de médecins dans une région, mais vous avez des besoins qui sont concentrés dans le chef-lieu, bien sûr, de cette région. Mais vous avez des déserts partout. Si vous les incitez, selon un programme médical régional, ils peuvent être mobilisés. Moi, je préfère qu'ils soient mobilisés selon un programme et toucher, bien sûr, toute la population au niveau de la région en étant incités, plutôt que de rester concentrés au niveau du chef-lieu et attendre à ce que le patient vienne chez nous. Nous jouons la carte de la proximité. En même temps, nous allons répondre aux déserts médicaux. En même temps, il y a le volet terrain de stage, parce qu'on va ouvrir le terrain de stage sur l'ensemble de la région. Et en même temps, nous allons bien sûr éviter aux patients et aux ménages de dépenser plus qu'il ne faut de leur propre poche. Voilà. En termes de chiffres, combien il nous manque de médecins aujourd'hui ? 32 000 médecins. Qu'il nous manque ? Qu'il nous manque, oui. Il nous manque 32 000 médecins. 32 000 médecins. Donc on est d'accord que ce chiffre important. Est important, monsieur le ministre. On se met, on imagine, vous êtes fait une feuille de route à court et moyen terme. Il faudrait qu'on y parvienne quand ? 32 000 médecins aujourd'hui, je vous ai dit, on est dans l'exercice parce que c'est un héritage lourd. Et pour pouvoir accompagner ce que nous sommes en train de... On ne va pas attendre 10 ans, on est bien d'accord. Ben oui, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis tout le temps qu'on peut attendre 25 ans, je dirais pas 10 ans. Parce que pour former bien sûr 32 000 médecins avec le rythme dans lequel nous sommes en train de travailler le système, il génère seulement 1200 lauréats année. Donc vous pouvez diviser ça par 32 200. On va pas attendre 15 ans. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures à entreprendre tout de suite en urgence. Alors, quand vous parliez du partenariat public-privé, je m'en excuse, c'est vrai que je vous ai posé 2 questions à la fois. J'aimerais qu'on en vienne à la prise en charge de nos citoyens. Il y a cette fameuse réforme de la santé qui vous tient à cœur, on le sait. Le budget des Marocains, lui, n'est pas extensible. La prise en charge, comment on fait ?
Alors, d'abord, le Ramed avait vu le jour en 2012. Il a connu quand même certaines insuffisances et certaines limites. Les prestations sont bien sûr, je ne dirais pas que sont mauvaises, elles sont très bonnes, les prestations du Ramed, parce que 86% des hôpitaux publics aujourd'hui, l'ensemble des hôpitaux publics ne traitent que 86% des ramédistes. C'est-à-dire que l'investissement est tellement important au niveau d'une structure publique, alors qu'ils ne reçoivent que 86% des ramédistes. Les gens qui sont affiliés à AMO, ils partent tous en privé. D'accord ? Ça veut dire que l'hôpital n'est pas dans ne rentre pas dans ses dépenses. La capacité d'autofinancement des structures hospitalières aujourd'hui, elle reste quand même très très limitée et entravée par le fait qu'elle ne soit pas, que le recouvrement ne soit pas à concurrence de ce que les structures dépensent. Ça veut dire, en d'autres termes, on arrivera du mal, avec ce système de Ramed, on aura du mal quand même à garder le même niveau de soins, de qualité, en quantité et tout. On a beau investir, subventionner ces structures, on restera toujours à un certain moment dépassé. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait changer, bien sûr, éventuellement, tout le mécanisme et la gouvernance qui existe au niveau du système de santé. La couverture médicale, elle est discriminative depuis 2012, elle est quand même discriminative parce que dans la même structure, vous avez des gens qui sont affiliés à AMO, qui rentrent bien sûr dans un guichet à part, et d'autres qui sont Ramed, qui sont... Donc, moi, je suis contre la stigmatisation. Ben là, on y est quand même un petit peu. On va sortir de ça. Avec la généralisation, on sortira de ça, puisque les gens qui étaient ramédistes, qui seront versés directement dans le régime d'assurance maladie obligatoire, ils comptent pour 11 millions, parce qu'on espère que d'ici fin 2022, on pourrait bien sûr couvrir les 22 millions restants. À la fin de cette année, donc. À la fin de cette année. D'ici la fin de cette année. À la fin de cette année, parce qu'aujourd'hui, il y a 11 millions bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire. Il y a 11 millions qui bénéficient quand même, qui sont des travailleurs non salariés et pour lesquels il y a eu un effort de réglementation pour qu'ils soient injectés dans l'assurance maladie obligatoire et chose faite. Bien sûr, tout l'arsenal juridique a été bien sûr approuvé. Il reste juste 2 profils. Alors même le profil le plus important, c'est les agriculteurs, ils ont été versés. Et donc ils peuvent commencer à bénéficier à partir de février 2022, bien sûr, de leur couverture. Il restera bien sûr, d'autres catégories, d'autres petites catégories qui vont commencer les négociations pour qu'ils puissent aussi jouir quand même de cette couverture. Et on se penchera à partir du mois 6 sur le Ramed pour pouvoir bien sûr le verser dans l'assurance maladie obligatoire. C'est-à-dire qu'à terme de cette année, on aura bouclé la boucle. Bien sûr, pour que bien sûr le citoyen marocain disposera d'une carte d'assurance maladie obligatoire. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui étaient Ramed, qui seront plus distingués dans cette carte, c'est un assuré. C'est un assuré comme un autre. Comme un autre. Peu importe le niveau social. Donnons, monsieur le ministre, un exemple très concret. Je suis menuisier. Oui. Je suis dans le secteur informel. J'ai 3, 4 enfants. Je suis... Vous êtes AMO. Comment je bascule ? Vous avez déjà basculé. Parce que les travailleurs non salariés, ils sont plusieurs, ils sont composites, c'est hétérogène. Ils sont plusieurs, il s'agit de plusieurs métiers. Et dans le même métier, il y a plusieurs niveaux. Il y a des cotisations qui ont été définies selon bien sûr le SMIC. Il y en a certains qui ont bénéficié de 1 fois et demi le SMIC, d'autres 1 fois le SMIC, d'autres 2 fois le SMIC, ainsi de suite. Et donc dans ce système-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une solidarité globale entre les différentes couches sociales, c'est-à-dire le riche paierait pour le pauvre, le sain paierait pour le malade et le jeune paierait pour le vieux. D'accord, c'est comme ça. Et dans cette cagnotte-là, il y aura des cotisations, il y aura des dépenses. Mais à la fin, vous avez une carte, vous pouvez bénéficier des soins, mais à condition, bien sûr, que l'État instaure des mécanismes de régulation, parce qu'il y va de la responsabilité, bien sûr, des organismes gestionnaires pour garantir la soutenabilité de ce régime pendant une longue période. Et donc, pour pouvoir garantir la soutenabilité, il faut maîtriser le flux des dépenses et aussi le flux des cotisations. Pour maîtriser le flux des dépenses, il y a des mécanismes.
premier mécanisme, c'est le parcours de soins, coordonner les soins. On ne peut pas, bien sûr, parce que vous disposez d'une carte, vous pouvez aller là où vous voulez. C'est normal, il faut commencer par la première porte. Et la porte d'entrée au système de santé, c'est le médecin généraliste ou le médecin de famille. Et à partir de là, il y aura l'orientation. Soit vous êtes orienté vers un niveau supérieur, un hôpital provincial ou une clinique, pourquoi pas. Jusqu'à ce On que se dirige vers une carte de sécu à la française ? c'est le système, c'est un système avec, universel, ça. Donc avec un système de barème, remboursé à 60%, remboursé à 80%, remboursé à 40%. On est dans le tiers payant, à concurrence d'un certain panier de soins, d'un certain nombre de paniers de soins. Nous avons au Maroc 4 grandes pathologies qui sont financées, qui consomment pratiquement 90%. C'est important, l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, le diabète et le cancer. Ils consomment, si on assure la couverture de ça, il restera quelques maladies qui sont exceptionnelles et tout, bien sûr, il y aura un traitement spécifique. Et dans ces traitements-là, dans ces grands paniers-là, vous avez des niveaux de soins, parce qu'on ne peut pas suivre le progrès technologique et le progrès, l'évolution de l'industrie pharmaceutique ad vitam aeternam. Il faut mettre quand même des plafonds. Et au-delà de ce plafond, s'il y a nécessité, il y aura quand même un conseil des experts qui vont se réunir pour statuer sur les cas précis. Ça veut dire, en d'autres termes, introduire ce qu'on appelle les protocoles thérapeutiques. Voilà. Une question que cette fois-ci plus économique, ce sera mon avant-dernière question. J'en ai une petite dernière juste après. Dans la loi de finances, sur le volet économique, cette fois-ci, le budget de la santé, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus important. Ça a été une déception pour vous ? Non, du tout. Puisque le chantier est énorme. Vous êtes en train de nous dire justement toute cette feuille de route 2022-2023 avec des choses qui sont essentielles pour les citoyens. Je pense que le financement du système de santé, d'abord, il doit être progressif. On ne peut pas venir au jour d'aujourd'hui et mettre une manne d'argent importante pour dire « Ah, on a financé le système de santé à concurrence de... » Non, mais autant encore faut-il le dépenser à bon escient. Donc il faut quand même le côtoyer doucement et de manière rationnelle, en fonction bien sûr de ce que nous sommes en train bien sûr de mettre en œuvre sur le terrain, avec des projets qui sont concrets et qui sont constructifs. Donc on est d'abord dans la construction de cette réforme. Le budget a été élevé quand même de 19%, c'est pas rien. Il y aura quand même des budgets de mise à niveau et d'accompagnement de cette refonte du système de santé. Il y a d'autres qui relèvent quand même des postes budgétaires. C'est parce qu'aujourd'hui, vous faites le constat, à quoi ça sert d'avoir 10 000 postes si je n'arriverai pas à les recruter? Je vous donne l'exemple. Nous avons 1200 lauréats de médecins généralistes année. Il y a une part qui fait la spécialité. Il reste généralement un effectif. Parmi cet effectif, plus de la moitié part ailleurs, à l'étranger. Et le reste, la différence reste au Maroc. Et quand on passe le concours, c'est-à-dire que j'ai ouvert 500 postes, il y a peut-être 40% seulement qui viennent passer le concours, je ne récupère que 6%. Vous voyez ? Parce que les gens ne sont plus intéressés par la fonction publique. C'est pour cela que je vous dis que tout l'effort à faire et le génie à faire, c'est essentiellement dans la révolution des ressources humaines aujourd'hui et leur statut, et leur mode de rémunération. Et leur mode de rémunération. Monsieur le ministre, vous savez très bien que tout le problème, c'est à ce niveau-là qu'il est. Quel sera, vous répondez ou vous ne me répondez pas, je sens que vous avez botté en touche, quel est le budget de la santé pour cette année 2022 qui est quand même charnière dans toute votre réforme? Il est de 23 milliards de dirhams. L'année dernière, il était à 18 000, pratiquement 19 milliards de dirhams. Cette année, 23 milliards. Vous estimez que ce sera une marge de manœuvre suffisante pour vous, pour votre ministère? Pour une première année, le moment, c'est l'année dans laquelle nous allons entamer les prémices du changement. Je pense que c'est bon. Et l'année prochaine, on devrait avoir quand même un autre budget qui est un peu plus conséquent. Et donc, cette augmentation progressive serait quand même aurait plus de signification que plutôt c'est avoir une main d'argent et ne pas pouvoir la dépenser. Je vais vous poser une question d'une très jeune, d'une adolescente qui est intervenue sur notre antenne dans l'émission de Redouane Farrohi Kilmalikoum, qui a dit juste pourquoi dans nos hôpitaux ne sont pas beaux
Et elle disait, pourquoi nous, à l'école, on ne nous apprend pas, pourquoi des infirmières ne viendraient pas nous expliquer leur travail? Peut-être que moi, ça me donnerait envie de devenir infirmière un jour. Pourquoi il n'y aurait pas ce partage, en fait, des compétences et des expériences dans nos établissements scolaires? Je vous parlais tout à l'heure de coopération, de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que dès le plus jeune âge, on ne pourrait pas aussi sensibiliser notre jeunesse sur l'importance de notre santé, sur l'importance, en fait, de nos capacités? Si, elle a parfaitement raison. Il y a des programmes scolaires dans lesquels on fait quand même un peu de sensibilisation, mais c'est de la santé scolaire. Essentiellement, c'est pour l'hygiène et tout, donc la dentition et tout. Et comment se nourrir, qu'est-ce qu'on appelle une nourriture saine et non. Ça se fait. Donc ça se fait. Il y a un programme qui est très étoffé et même avec de très 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 bons résultats. Maintenant, par rapport à la question pourquoi nos hôpitaux ne sont pas beaux, je dirais que... Je vous l'ai dit telle qu'elle l'a dit. On est en train de moderniser, effectivement, et nous avons l'ambition éventuellement, bien sûr, de changer, bien sûr, le visage de la santé au Maroc et surtout le visage de la santé publique. Et on voudrait, bien sûr, décloisonner, qu'il n'y ait plus de cloison entre le secteur privé et le secteur public. C'est la même santé pour l'ensemble des citoyens. On voudrait que le citoyen marocain en bénéficie là où il le souhaite. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. C'est bien de terminer sur ce mot de cette jeune fille. On espère qu'on aura répondu à sa question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vivre avec vous.